trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue sur l'épisode 15 du Tripodcast. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas 3, nous sommes 4 parce que Halima nous fait encore l'honneur de sa présence. Comment vas-tu, Halima ? Ça va, et toi ? Et très bien, écoute, je suis très content d'être là et je suis content de pouvoir vous présenter, comme à notre habitude, les deux acolytes qui ne cessent de venir parler de films avec nous. Je parle donc de Pierrot. Comment vas-tu, Pierrot ? Ça va très bien. Ça va. Très bien, ok. Ouais. Tu es content de la sélection d'aujourd'hui ? Oui, plutôt. D'accord. Prépare-toi parce qu'il y a bagarre aujourd'hui. Il y a bagarre. Marche. Victor ? Salut Thibaut. Bah ouais, écoute, des films sympatoches. Je suis content de parler de Dark City, j'en ai pas beaucoup parlé. Eh ben écoute, on va pouvoir en discuter ensemble et on va pouvoir ne pas être d'accord, être en désaccord et Cool. ça va être merveilleux. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas réellement Thibaut malgré cette tentative de Victor Non. de vous le faire croire. En fait, Thibaut n'a pas pu être là pour le tournage d'aujourd'hui et en plus, aujourd'hui c'est un tournage un peu spécial, on aborde un film que j'affectionne particulièrement et c'est pour ça que je voulais animer l'émission. Mais juste avant de démarrer, je voulais faire deux petits points. Le premier, c'est qu'on est en direct du Tripix Studio, c'est la boîte que je gère avec mon acolyte François. Et on est ravis d'être là. Et je voulais aussi en profiter pour remercier les gens qui nous soutiennent. Et notamment, on a récemment eu un message d'un jeune homme qui s'appelle Neri, qui nous a mis un petit post très sympa. Donc merci à toi. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire avant de démarrer cette émission. Mais sans plus attendre, lançons la bande-annonce de Dark City. Dark City, un film d'Alex Royas. Alors pardon, c'est le monteur. C'est Alex Proyas, avec un P, voilà, comme Pierrot. Voilà, attention Laurent, je suis jamais très loin. Mais bonne émission à tout le monde. Sorti en... aidez-moi. 98, tout à fait. Qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle John Murdoch, qui se réveille dans une baignoire, il n'a plus aucun souvenir. Et il reçoit un coup de téléphone qui lui dit de partir au plus vite parce que des gens viennent pour l'attraper. Et il se réveille nu, j'ai oublié de le préciser, il s'habille en vitesse, il part. Et c'est le début de ce qu'on pense être un polar teinté de fantastique et ce qui s'avère être bien plus à mon sens. Je voulais absolument parler de ce film, moi, dans ce podcast, pour une raison très simple. Je trouve que, et vous allez me dire ce que vous en pensez, il fait partie d'une mouvance de films qu'il y a eu à cette époque avec le Truman Show, avec Matrix et tout ça. Matrix est venu après, mais c'est à peu près, on va dire, la même période. De films qui parlaient aux geeks vraiment directement et aux ados. Pour deux raisons. On sent que le réalisateur, lui, est un grand passionné de comics. J'en ai pas la preuve, mais à peu près certain, vu les cadres, vu l'image, vu tout ce qu'il travaille. Et ça rend le film vraiment très particulier dans sa mise en scène. Je trouve que vraiment chaque cadre est une case de BD. Et il y a aussi cette problématique qui, je trouve, parle vraiment à l'adolescent qu'on est, enfin que j'étais à cette époque-là en tout cas, et qui est le fait de dire ouais, mais est-ce que vraiment tout ça est vraiment réel, tout ce qui m'entoure, et cette problématique-là, je la trouve toujours hyper intéressante dans la SF, et je trouve que là, elle est traitée de manière plutôt maligne. Et voilà, donc ce film avait à l'époque vraiment mis une claque, et là, en le re-regardant pour l'émission, je me suis dit que c'était vraiment un super film, un banger comme vous dites. Et voilà, donc du coup, je vais laisser la parole à quelqu'un qui est un peu plus mitigé sur le sujet, et je vais commencer par toi, Halima. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ok. Bah moi, j'ai des pour et des contre. Je trouve pas ça nul, mais je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre non plus. Dans le sens où, alors dans les points positifs, je trouve que esthétiquement et techniquement, c'est impressionnant. Enfin, c'est nickel, il y a rien à dire. C'est beau, c'est bien filmé, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais dire ? Oui, que éventuellement c'était peut-être même un film précurseur de tout ce que tu viens d'annoncer, parce qu'évidemment ça m'a fait penser à tous ces films, Truman Show, etc. Par contre, toute la fin, moi, j'ai pas du tout aimé la fin du film. Je l'ai trouvée beaucoup trop longue, avec toutes les scènes de, comment on dit, de bagarre et tout ça. Ok,
Attention à ne pas spoiler. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, est trop longue et qui répondait, pour moi, en tout cas, il y a des questions qui se posent d'un point de vue, on va dire, politique, sur la question de Shell. De Shell Beach ? Oui, voilà. Ok. Et du parcours du réalisateur lui-même, puisqu'il a fait beaucoup de publicité, et je trouve que ça se ressent dans sa mise en scène. Ouais, c'est vrai que le réel, c'est un clipper pubeur, si je puis dire. Donc ouais, tout à fait, c'est vrai qu'il a ce parcours-là. Ok. Et toi, Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé ? Du coup, film que j'ai découvert à sa sortie, alors pas au cinéma malheureusement, mais en DVD. Et je me rappelle qu'on en parlait au lycée, quoi. Il avait eu vraiment un succès dès qu'il était sorti. On l'avait vu, tout le monde en parlait. Je dois dire que j'ai un avis qui penche plutôt du côté du positif, mais comme Alima, en fait, j'arrive pas à rentrer vraiment dans le film. J'ai toujours eu du mal en fait à tenir les 1h40 à me laisser embarquer dans cette histoire, bien que ce film il a des qualités au niveau visuel, c'est vraiment incroyable. La musique de Trevor Jones qui est magnifique, qui rythme vraiment chaque séquence. On retrouve Kiefer Sutherland à l'écran, j'adore cet acteur, il est vraiment bien. Il est incroyable dans le rôle du docteur. Incroyable, ouais. Sa diction, elle est ouf. La ville en elle-même, qui est aussi un personnage à part entière, hein, cette ville qui se transforme au bon vouloir des... J'ai oublié le nom des... J'ai un bug. Ouais, ceux qui s'intonisent. Les Cénobites, je vais les appeler les Cénobites. Ou les étrangers. Ils les appellent aussi les étrangers. Les étrangers, ouais. Non, voilà. Mais à côté de ça, je vais tout de suite rentrer dans... pas sans spoiler, mais en fait, il y a deux versions. Donc, il y a la version ciné qui vous spoil tout le film si vous regardez les 2 premières minutes. Et ce film a bénéficié d'un director's cut qui est sorti peut-être une décennie après. Par contre, dans laquelle si vous ne savez, on ne vous spoile rien, mais par contre, même en voyant le director's cut, même si moi j'ai pas cette voix off qui va tout me spoiler, je vois le truc venir malgré tout au bout de 20 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça un peu qui me dérange moi dans le film, c'est que la révélation finale, bien qu'il n'y ait pas dans cette version director's cut la voix off, j'arrive quand même à l'anticiper, parce que tu te rends compte tout de suite que le personnage de John Murdoch, il a tout de suite des pouvoirs. Ouais, dès la première scène, on discutait en off. Ouais, voilà. Tout à fait. Sans trop rentrer dans le spoil, du coup, je vais plutôt passer la parole à... Peut-être 7 minutes de film. Ouais, donc c'est En pas plus. du spoil en soi, quoi. Et toi, Vico ? Moi, Dark City, c'est le premier film que j'ai acheté dans une braderie. Oh. De ma vie. Dans une brasserie ? Dans une brasserie. Ah, d'accord, ok. Non, dans une braderie. Après la brasserie. Non, j'avais pas l'âge, pas encore. Ok. J'étais jeune, j'avais vu ce film, je crois que j'avais vu une bande-annonce dans une cassette ou dans une DVD, je m'étais dit, ah putain, l'ambiance elle a l'air incroyable et tout, j'ai bien envie de voir ce film. Et j'arrive dans la braderie de mon quartier et là je vois qu'il y a quelqu'un qui vend Dark City, je suis à fond dedans, j'achète le DVD, je m'empresse d'aller le regarder chez moi, ah mince, le DVD ne marche pas. Du coup, fait chier, je peux pas regarder Dark City. Et finalement, c'est mes frères qui me le téléchargent et tout ça. On pourra censurer en post-prod. Et ils me le montrent. Et je me souviens avoir vu plein de choses que j'avais bien aimées à l'époque. Tous les éléments un peu fantastiques du film, tout ça. Mais je me rappelle aussi m'être pas mal ennuyé. En fait, les personnages... plusieurs moments dans le film, ils m'ont un peu ennuyé et je me suis finalement raccroché que dans les éléments fantastiques du film et c'était ce dont je me souvenais. Et là, quand j'ai regardé la director's cut, c'est marrant, j'ai un peu tout redécouvert le film, j'ai bien compris les archétypes des personnages, j'ai bien compris où est-ce que tout le monde va et j'ai surapprécié le personnage de William Hurt, l'inspecteur dans le film. Je trouve qu'il a une bonne importance dans le film, quoi. Complètement. En fait, tous les personnages sont des archétypes. Et ce que vous expliquez là sur le fait de vous ennuyer, d'anticiper certaines choses et tout, moi, quand je l'ai vu, c'est vraiment au moment de sa sortie, j'avais une forme de naïveté de
Et puis il y avait beaucoup de films qui n'avaient pas encore été faits. Je veux dire, Matrix est venu 3 ans après, Truman Show s'est sorti la même année, du coup on regardait ça. Et je sais pas, j'avais la sensation, moi en tant que jeune geek qui lisait énormément de BD, de tout d'un coup me dire, ah ouais, au cinéma, ça y est, ils ont compris comment on adaptait. Comment on pouvait adapter du cinéma et comment ça pouvait avoir de la gueule, et ils prenaient tous les archétypes que j'avais retrouvés dans des romans, des polars, les polars des années 40, parce que clairement c'est l'influence pour le personnage que tu t'apprécies, et je me dis putain c'est génial, il y a quelqu'un qui a réussi à retranscrire mon amour geek que j'ai. Et à l'époque, c'était assez rare, quoi. Donc, quand est-ce que tu l'as découvert, toi ? J'ai dû le découvrir dans les fins des années 2000, je pense. D'accord, ouais. Donc, tu vois, il y avait déjà plus de... Moi, je pense que ça joue énormément, ça. C'est-à-dire que la claque que j'ai prise est due au fait qu'en fait, à ce moment-là, il y avait très peu de choses à se mettre sous la dent, je trouve, et en tout cas qui me satisfaisaient. Et la dernière fois, dans l'autre émission, tu parlais de The Crow, que je trouve, qui est réalisé par la même personne, et qui est inspiré d'un comics, et je trouve que là il tâtonne encore, tu vois. On sent le clipper, je trouve que il n'a pas encore réussi à trouver sa manière de réaliser, et je trouve que sur ce film-là... Il y a quand même des plans dans The Crow, enfin moi je vois les deux films comme un diptyque en fait. Pour moi ils sont assez similaires bien qu'il ait eu plus de moyens pour celui-ci, mais ils sont vraiment similaires dans la manière de faire, et effectivement il essaie de trouver ses marques dans The Crow, qui à la base, on le rappelle, il est tiré d'un comics, donc l'allusion à comics pour Dark City, c'est pas si... Enfin, ça vient pas de nulle part. T'as raison, c'est... Ouais. Je me rappelle de certains plans on va parler vite fait de The Crow, mais la ville en elle-même qui est ravagée, déjà là il y a une patte, il y a quelque chose, et c'est un élément que j'ai retrouvé dans la même ville dans Dark City, quoi. Vraiment je les mets très proches, pour moi c'est vraiment les deux plus belles œuvres d'Alex Proyas, quoi. Ouais, après il est parti un peu trop loin à mon goût, avec God of Egypt et tout. Mais tu vois, je trouve que aussi culturellement, il arrive à mélanger du neuf et de l'ancien. C'est ça que je trouvais sympa aussi. On parle de la ville, tu vois. La ville, on en discutait en off, c'est le cabinet du docteur Caligari. Caligari, pardon. C'est l'expressionnisme allemand, et ça se sent, tu vois. Je trouve qu'il y a un petit côté Gotham City aussi. Complètement, ouais. Et je trouve que ça marche bien. Le fait qu'il mélange des maquettes, des choses gigantesques et des ça passe super bien. Du coup, tu sais pas où les routes mènent. C'est exactement ce qui se passe dans la tête du perso. Il sait pas où ça va, où il va. Il est perdu et tout. Je trouve juste dans le décor, on est déjà raccord avec ce que ressent le personnage, ce que vit le personnage et tout. Et en plus, vraiment, il y a ce côté très geek qui fait plaisir à voir, quoi. Après. Là où je peux vous rejoindre, je suis en mode, je défends le truc à fond, mais là où je peux vous rejoindre, c'est que en regardant la Director's Cut, je me rends compte que la présentation des personnages est quand même très très rapide, et qu'on jump très vite d'une situation à une autre. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai que ça fait un peu speed, quoi. Et à la fois, d'un côté, c'est un côté un peu plus moderne, quoi. Du coup, on a vite compris, on y va. Mais au tout début, je me suis dit, ah ouais, en fait, si tu regardes tel quel, je sais plus comment était l'ancienne version, mais si tu regardes la Director's Cut, tu as du mal à t'identifier au personnage principal. Je trouve que il va un petit peu vite en besogne, et donc du coup on passe vite à ce plan magnifique de la chanteuse dans le bar, etc. Mais voilà, je trouve que ça c'est un peu cuté et un peu rapide, donc je comprends le côté c'est un peu long, et j'ai un peu du mal à me mettre dedans. C'est toi qui disais ça, hein, Pierrot, donc mais après, je trouve que... Enfin, on va passer dans la partie spoiler bientôt, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont, en termes de ressenti, en tout cas à l'époque, je trouvais ça inégalable. Je serais curieux d'avoir votre avis. Du coup, on va enchaîner direct. Carrément. On parlait tout à l'heure du fait que c'était une Director's Cut. Le changement principal, c'était que la première version qui est passée au cinéma, en fait, les producteurs ont forcé le réalisateur à mettre une voix off qui racontait toute la deuxième partie du film, en fait. Qui expliquait toute la situation, le pourquoi il était perdu, pourquoi tout ça. Et à la Director's Cut, il a décidé de l'enlever. Et ce qui est pour moi un bénéfice. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à l'époque, quand je l'avais découvert, et comme beaucoup de gens, et comme toi aussi, Pierrot, on l'avait découvert avec cette voix off, et ça n'avait pas gâché notre plaisir. Donc la vraie question, c'est, est-ce qu'un spoiler gâche un film ? Ça, c'est la question que je vous poserai dans un deuxième temps.
Et non, d'ailleurs, on va commencer par ça. Est-ce qu'un spoiler, ça gâche vraiment un film pour vous ? Si. Vas-y, je t'en prie, Alima. Juste, j'allais dire, ça dépend à quel âge vous l'avez vu, en fait, aussi. Le Dark City ? Ouais. Ça change... Enfin, de manière générale, je pense que on te dit les raisons de l'intrigue, mais après, tu t'es intéressé par le dénouement, donc je trouve que quel que soit l'âge, c'est... Ah oui. Tu vois ? Dans ce cas-là, non, je suis pas très pour. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Si on a une voix off qui explique un peu tout au début, forcément, le film a moins d'intérêt. Enfin, c'est ce que je me dis, moi. Je sais pas, Okay. au début de chaque Star Wars, il y a un texte qui t'explique un peu le contexte. Du Ouais. coup, là, je pense que ça peut être pas mal aussi de l'avoir. Parce que de toute manière, comme tu disais, au bout de 20 minutes, tu connais, en fait, tu sais ce qui va se passer, tu sais, t'as un peu des éléments dans le film. Donc, à quoi ça sert de les cacher ? Puisque c'est pas forcément, ça sert pas au twist ni à rien. Du coup, c'est pour ça, j'aurais pas forcément été dérangé de cette voix off. Moi, le problème, c'est pas le spoiler, c'est la voix off. Ouais. Après, je comprends, on vient de l'univers BD, il y a un narrateur qui explique, ça me gêne pas, ça m'aurait pas gêné. Et toi, Pierrot ? Le spoil ? Ouais. Ça va dépendre du film. Parce que... Ouais, si on peut me spoiler un film et si je suis pris dedans, je vais oublier ce qu'on m'a dit dessus. Si vraiment la réal me captive, l'histoire, les acteurs, malgré tout, je pense que je vais passer un bon moment. Bon, après, il y a des exceptions, comme Le Sixième Sens, tout ça, ça fait partie de ces films. Ouais, mais justement, c'est un bon exemple, Le Sixième Sens. Je me permets de te couper, parce que je trouve que c'est typiquement le genre de film où on te dit tout repose sur ce twist final. Mais en vérité, la réelle, elle est canon de A à Z. Je veux dire, même si tu sais à la fin, à un moment, tu peux même venir à l'oublier. Comme la mise en scène est assez bien pensée, je trouve, par rapport au Sixième Sens. Du coup, je trouve que le spoiler, c'est une petite déception, c'est un petit truc en moins dans un film quand on te donne une info sur la fin. Mais moi, j'ai cette sensation qu'en fait, en réalité, c'est devenu un peu le truc à ne jamais faire, etc. Mais un film, s'il est vraiment bon, que tu saches le dénouement final, les quelques dernières minutes, c'est pas primordial, tu vois. Ça va dépendre, mais au final, je suis d'accord. Ouais. Enfin, pour moi, ça gâche pas l'entièreté de l'expérience de visionnage, un spoil. Et donc, du coup, spoilons comme des bâtards. Non, mais du coup, je trouve que je vais parler d'une séquence du film et on va démarrer par ça pour spoiler un petit peu. Du coup, donc, dans la séquence d'ouverture, et on va peut-être pouvoir mettre un extrait en régie. Dans la séquence d'ouverture, du coup, il y avait ce plan sur la Voie lactée avec la voix off. Et ensuite, on arrive sur Kiefer Sutherland, c'est ça ? Kiefer. Qui regarde sa montre et donc on voit de la ville s'arrêter. Donc du coup, comme on spoil, clairement, on a des extraterrestres qui sont les étrangers qui vont paralyser la ville à minuit pour pouvoir changer toute la disposition de la ville, changer le passé de chacun en injectant des souvenirs aux gens, etc. Et je trouvais que cette scène d'ouverture était canon, quoi. Vraiment... en fait, jusqu'à même au réveil du personnage principal, t'as tous les enjeux du film, t'as tout qui est là, t'es immergé et t'as en effet peut-être même les clés pour comprendre à peu près tout ce qui se passe. Parce qu'on a la ville qui s'arrête, on a lui qui se réveille, on a lui qui, avec un petit coup de pouvoir, arrive à ouvrir le casier, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Ouais, son portefeuille. Ouais, c'est ça, il trouve son portefeuille. Et j'ai trouvé que, donc, c'est quoi, ça doit être les 10 premières minutes... sont vraiment canons et efficaces pour ça. Et ensuite, on pose un truc, on te met sous tension à 200%, et ensuite le plan suivant, on a Jennifer Connelly qui nous fait une petite chanson. Et je trouve cet enchaînement, c'est une ouverture de ouf qui te donne vraiment envie de voir la suite. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je vous trouve en fait... pisse froid. Non, Ah, tu nous trouves pisse froid. Okay, carrément. Non, mais ok. Non, mais pour rire ce film, c'est pas possible. Bah, il y a des choses qui ont vieilli quand même dans le film. Il y a des choses qui ont vieilli. Ça se voit que c'est un film qui est des années 90 pour moi. Il y a... Moi, les acteurs me portent pas pendant tout le film. C'est ça aussi le problème que j'ai avec ce film. Les acteurs t'emmènent pas. Enfin, même les personnages. À un moment, le personnage de Rufus Sewell, donc Murdoch, j'ai envie qu'il avance plus vite dans le film. J'ai envie que sa réflexion avance plus vite que la mienne. Et des fois, je suis freiné parce que lui n'a pas trouvé les clés. Et du coup, je me dis, ah putain, c'est con. Au niveau du rythme, on était bon et maintenant un peu moins.
Mais moi, personnellement, j'ai eu l'impression, donc je l'avais vu, mais il y a longtemps, je m'en suis rendu compte au milieu, donc j'avais pas vraiment de souvenir de ce film, et j'ai eu l'impression que, au départ, nous, spectateurs, on se demande aussi vraiment si c'est pas lui qui a tué et tout, jusqu'à quand même, ça continue pendant longtemps pour moi, c'est ce questionnement. Même si on sait ce qui se passe et tout ça à l'extérieur, on se dit... ok, il y a quand même pas mal de... Il l'a oublié, ou c'est un paranoïaque, ou... Enfin, on commence à... Ça me fait penser, je sais pas, à plein d'autres films que j'avais notés, mais tu vois, Memento, Fight Club, Eternal Sunshine, même The Game, enfin, tous ces films-là de cette époque. Et donc, au début, on est un peu, quand même, on voit qu'il y a quelque chose de fantastique, mais c'est un peu le thriller quand même, quoi. Enfin, ouais, et je trouve que pour moi, c'est pas tout de suite trop. Il y a 2-3 intrigues, au final, parce que t'as... Est-ce que le commissaire va réussir à résoudre cette enquête pardon. C'est qui est le personnage principal, c'est qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Voilà. Et il y a cette intrigue de est-ce qu'il a vraiment tué et tout. Je trouve que démarrer avec là je décomptais 4 intrigues, c'est assez intéressant. Et après, toi tout à l'heure tu parlais du dénouement sur Shell Beach. T'as un problème avec ça, je voulais savoir. Forcément, moi je me dis le réalisateur il vient de la publicité. Je prends ça en compte. Shell, on connaît Shell, on sait ce que c'est. Du coup, je me dis que ce soit une pub, qu'on en parle, même de manière un peu négative à la fin, ça reste une pub. Et après, j'ai aussi regardé sur Internet pour être bien sûr. Et en fait, il est australien, le réalisateur, il me semble. Tout à fait. Et il y a une vraie plage en Australie qui s'appelle Shell Beach. Mais cette plage, elle a sûrement été appelée Shell Beach parce que elle a été... comment dire ? C'est un produit de... Ouais, qu'ils ont acheté le nom de la... Voilà, merci. Ouais, ça. Donc, je trouve que ce positionnement-là, il est un peu compliqué. Et aussi... Tu trouves que c'est un placement publicitaire un petit peu flagrant? Ouais, voilà. Et que par rapport à ce que le film est censé vouloir défendre, je comprends pas trop ça, en fait. Ça me dérange. Mais je sais pas si c'est un vrai placement publicitaire. Tu as trouvé cette info-là ou tu te demandes si c'est le cas? Je me demande si c'est le cas. Ok. Parce que je sais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lui va écrire son personnage forcément en fonction de ce qu'il lui a traversé. Donc, il va parler des plages qu'il connaît, tu vois. Donc, peut-être qu'il n'a pas pensé une seule seconde au fait qu'il y avait le nom Shell dans la plage, tu vois. Ouais, ça, j'en doute. Vu comment il est doué pour faire quand même des films qui sont techniquement impressionnants et tout. Je sais pas. Et ensuite, j'avais noté aussi... ce qui me dérange, c'est un peu le positionnement des victimes, entre guillemets, c'est-à-dire l'inspecteur Bumstead, c'est ça? Interprété par William Hurt. Ouais. C'est ça. Voilà. Et en fait, pendant toute la durée du film, on a que ce soit le docteur, donc Kiefer, qui travaille en fait pour eux, et la police donc qui fait son enquête. Je trouve que ces personnages-là, on a de l'empathie pour eux à la fin, alors que non en fait. Enfin, dans le sens où là j'avais écrit, on pense que le docteur est le méchant du film au début, mais petit à petit on se rend compte qu'il est qu'une chaîne du système dans lequel évolue le héros en fait. Donc il y a un paradoxe. Je sais pas quelle est la réponse, mais voilà, il y a un truc comme ça qui est un peu... je sais pas ce qu'il veut vraiment dire, en fait, le film. Laurent, éclaire-nous. Je pensais que tu allais dire... moi, je pense que... pour moi, c'est... la réflexion, elle est sur l'humanité, le sens de l'humanité. Enfin, genre, c'est très grandiloquent dit comme ça, mais c'est... Oui, bien sûr, par rapport au fait qu'ils veulent devenir... Enfin, que les méchants, du coup, les créatures, elles veulent devenir humaines, elles essayent d'avoir une âme, etc. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais du coup... Mais même par rapport au personnage du docteur dont tu parlais, qui petite parenthèse de 2 secondes, et je trouve un rôle génial pour Kiefer, qui l'acteur qui joue dans 24 heures chrono, pour ceux qui ont vu la série, et qui du coup, moi je l'ai découvert là-dedans, donc j'étais persuadé qu'il avait un problème au visage, parce qu'il a, vous verrez dans le film, un maquillage particulier, et je pensais qu'il avait un vrai problème de diction aussi.
Oui, j'étais un enfant un peu naïf. Tu t'es rendu compte que c'était un acteur en fait. Et je me suis rendu compte que c'était un bon acteur. Juste, voilà, c'est... Mais c'est vrai que je joue super bien. Et je trouve qu'il marche à fond. Bref, c'est une petite parenthèse de 2 secondes. Je trouve que ce personnage, il a c'est clairement l'ambiguïté qu'il a, elle est très intéressante. C'est qu'à chaque fois qu'il va le voir, toi, en tant que spectateur, en tout cas à l'époque, et même encore là quand j'ai regardé, tu te demandes s'il va lui faire du mal ou s'il va lui faire du bien, vraiment jusqu'au bout. Quand il lui donne la seringue la première fois à la piscine, qui est la seringue qui va être à la fin, qui va permettre le dénouement final, au moment où il lui donne, t'as vraiment ce truc de en fait, il faut pas qu'il la prenne, il va se faire niquer. Et je trouve que c'est bien foutu. Donc du coup, c'est la réflexion sur, tu sais, dans l'humanité, il y a des gens qui vont suivre le mouvement, qui vont s'adapter et suivre la mouvance des dominants. Tu vois, ils considèrent que les étrangers sont les dominants. Donc pour moi, c'est une réflexion sur ça. Il y a une réflexion sur c'est quoi notre place dans l'univers. Et ensuite, quand on a conscience de ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, tu as le docteur qui en fait ça, tu as le policier qui est désabusé, mais au final, qui essaie quand même d'aller jusqu'au bout de son enquête. Tu as donc le personnage principal, lui, il est perdu, donc il cherche vraiment son identité. Mais je trouve qu'il y a toute cette réflexion avec tous les personnages qui sont des archétypes qui permettent de représenter différentes personnes, de différents personnages qui sont dans notre vie au quotidien, quoi. Après, j'avoue qu'il y a l'excuse du film qui est de toute manière les personnages, ce qu'ils pensent c'est pas très important, puisqu'en fait on leur donne des mauvais souvenirs, on leur donne les souvenirs qu'on veut, on leur donne leur vie qu'ils veulent, enfin qu'ils ne veulent pas justement, donc en fait ils pourront jamais s'en défaire. Et il y a accrochés à ce détail, c'est les détails qui vont les amener à réfléchir finalement. Du coup, le lacet, moi je trouve que c'est bien vu, parce que c'est lui qui dit, et après c'est lui à qui on dit que son lacet est défait. Donc moi je trouvais ça pas mal. Et j'aimerais bien qu'on parle des extraterrestres. J'ai pas envie de les appeler les étrangers. Okay. Je sais pas comment ils s'appellent. Les Cénobites. Les créatures. Et Cénobites. Je leur fais une deuxième. S'il te plaît. Non, mais j'ai pas arrêté d'y penser, moi, au niveau du design. Tu leur mets des épingles et c'est le Riser, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est aussi un peu les chauves dans La Cité des Enfants Perdus. Enfin, c'est aussi un peu les Warboys de Mad Max, quelque part. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne super bien. Ça latex, des ceintures un peu partout. C'est vrai que ça ferait très Hellraiser. Moi j'aime bien leur bruit. C'est aussi ça aussi que je trouve qui est marquant dans Dark City. C'est pourquoi aussi je trouve qu'il est cool. C'est que toute cette secte, tout l'univers qu'il y a autour de ces aliens là, il est vachement sympa. J'aime bien leur bruit là. Ouais, quand ils claquent des dents. J'adore ça. C'est les intonations de voix, que ce soit pour eux ou pour tous les autres personnages en fait. Les intonations de voix sont hyper travaillées, ce qui participe au sentiment de malaise, parce qu'ils n'ont aucun, il y a aucun des personnages qui a un comportement normal pendant tout le film, excepté peut-être le héros qui se cherche. Mais par exemple cette chanteuse, elle chante quelque chose, mais elle bouge pas, elle est très statique, elle limite, en mode. Ils sont tous bloqués de toute façon. Ils sont tous bloqués. Tu sens tous qu'ils ont, voilà. Surtout notamment aussi le personnage du policier. Avec son bel accordéon. J'ai pensé avec son accordéon, cadeau de sa mère, et il sait plus quand est-ce qu'il l'a eu, quoi. Mais du coup, j'aime bien parce qu'il peut faire plein de blagues. Lui, on lui va faire un accordéon, on va lui dire que c'est sa mère qui lui a envoyé et tout. Il y aurait pu avoir plein de blagues dans le film. Moi, j'ai un nounours. Sur les extraterrestres dont tu parlais de la voix et de leur gestuelle et tout, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ils ont enregistré des voix de femmes pour les mettre quand c'est des mecs qui parlent, et vice versa, pour essayer de flouter pour qu'ils soient non genrés. Et c'est assez marrant, je trouve. Et l'enfant, quand il parle, il y a un enfant qui parle. Il est flippant, le gosse. Je suis même pas sûr que. Je crois que c'est une voix de femme ou d'homme, je sais plus exactement, mais il y a un délire comme ça. Donc ils ont un peu mélangé les voix pour donner ce côté très étrange. Ça se voit, c'est vraiment ça que j'ai retenu dans le film. Ça marche à fond. Super bien. Et ouais, vas-y. Ouais, par contre, leur arme, les couteaux là, bizarres, moi je suis pas très fan. Ouais. Ça me fait penser à un autre film de SF où ils sont dans l'espace, ils ont des boucliers, ils se battent au couteau. Pourquoi alors qu'ils auraient pu se battre avec autre chose que des couteaux? Mais bon, j'en reviendrai pas. Il veut revenir sur Dune. Il y a un point commun avec Dune, c'est qu'il y a ce même problème d'un mec qui a un pouvoir de ouf et tout le monde le suit. Moi, j'ai aussi une comparaison à faire avec un autre film de John Carpenter qui s'appelle L'Antre de la Folie. Je ne connais pas. Et en fait, vraiment, la toute fin, quand ils défoncent le mur et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a directement l'espace, en fait, pour ceux qui ont vu L'Antre de la Folie, ça va tout de suite leur faire penser à une même séquence dans ce film. Je suis d'accord.
Enfin, je suis d'accord, je connais pas le film, mais pardon. Cette séquence est marquante de toute manière. Manière générale. Je trouve que. Par contre, ce qui suit, je suis moins fan. Quand le personnage de William Hurt se bat avec un flic et ils sont tous les deux projetés dans l'espace. Alors, il y a quand même un truc cool là-dedans, c'est que il nous est donné de voir pour la première fois la ville dans son entièreté. Mais alors, c'est quoi? C'est du point de vue de William Hurt qui est censé déjà être mort. C'est la justification pour que la caméra puisse s'éloigner, qu'on puisse comprendre. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec ce plan quand tu le vois partir comme ça en arrière. Pourquoi? Parce que t'as vu Gravity ou quoi? Tu sais ce qui arrive quand tu vas dans l'espace. Bon. T'as vu, il y a une espèce de protection un peu, on sait pas trop. Ouais, il passe un espèce de bouclier. Ça excuse un peu le fait qu'il soit pas congelé ou éclaté. Ouais, t'inquiète, c'est de la SF un peu. Ouais, c'est de la SF et tais-toi, c'est ça. Mais dormez maintenant. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a. J'ai vu récemment des films. En tout cas, quand j'ai revu le film, moi, ça m'a fait appel à d'autres films que j'avais vus récemment. Ouais. Et d'autres choses, y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Rick et Morty de temps en temps, notamment ce plan où il est pris dans l'espace et on voit de plus en plus la ville. Ça me fait penser à un épisode de Rick et Morty. Et la ville aussi qui se reconstruit par elle-même et qui a vraiment des frontières. Ça me fait penser à Lego The Movie. Je sais pas si vous voyez à la course-poursuite au début du film avec Lucie et Emmett. Et il y a cette ville où il y a un mur et quand j'avais vu Lego, je m'étais dit putain, ça me fait penser à Dark City. Et je crois que merci à Dark City de créer des belles choses. Du coup. Ça, c'est quand même le concept des immeubles qui poussent. Je trouve ça génial, quoi. Mais des rampes de piscine. Ouais, tout qui se construit. Tout. Ouais. Non, ça c'était cool. Hein. Franchement, ça c'est trop bien. Ça dans le film, c'est l'un des meilleures choses, je trouve. C'est la ville qui se reconstruit, la ville avec les humains qui deviennent. Il y a cette fameuse séquence qui arrive avec les gros sabots. Regardez, eux, c'est les prolos. Ouais. Et le lendemain, c'est. Mais d'ailleurs, il le dit en plus. Il le dit, le docteur. Il dit les riches s'enrichissent. Ouais. Pareil, t'as vu la scène, oui. Ouais, des fois ça se répète un peu trop. C'est ce que je reproche au film, c'est que des fois il est vraiment très premier degré finalement, et c'est ça que je voulais dire, c'est que des fois c'est le premier degré, quoi. Je vais jeter une dernière brique dans ce podcast, mais c'est vrai, comme tu le dis, on dirait bien un épisode de la 4e dimension. Ouais, je trouve. Et du coup, en tant que film. Ouais, peut-être. Tu disais, excuse-moi, Pierrot. Non, rien. Moi, je parle. Enfin, Matrix, parce que forcément, on parle de Dark City. Il y a eu un truc qui était sorti sur Internet où tu avais des comparatifs de plans entre les deux films. Et il y a eu une légende qui disait que Matrix avait pompé à fond sur Dark City. Ce qui, en fait, est complètement faux. Faut savoir que Dark City, ça a été donc un film qui a coûté 27 millions et qui en a apporté 27,2. Donc. Ok. Il a juste remboursé son budget, et en fait les producteurs ont décidé, pour se faire un peu de maille, alors je sais plus s'ils ont loué, ils ont loué les décors en fait pour Matrix en fait, mais pas l'entièreté. C'est-à-dire certains décors ont servi pour Matrix. Donc c'est pour ça que à certains moments tu as l'impression que je vois. Les deux films se font de l'œil, c'est après il y a mais ça s'arrête là la comparaison selon moi, quoi. Alex Royas, le réalisateur, il expliquait, il a fait une vidéo par rapport à ça, il a s'est remonté contre les Wachowski, alors qu'en vérité, quand même, c'est deux choses qui sont différentes. Enfin, je veux dire, il y a un concept de base, mais qui est déjà... ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Je trouve que son événement, il est à moitié justifié. C'est vrai que quand même, tu vois la séquence d'ouverture de Dark City, je vous la résume, une personne se réveille, on l'appelle, John Murdoch. Partez vite, il y a des gens qui veulent vous attraper. Et puis, le lapin blanc de Matrice, levez-vous, il y a des gens qui arrivent pour vous attraper. J'ai envie de dire, Dark City ressemble plus à Matrix 4 qu'à Matrix 1. Tu m'aurais dit Matrix 3 pour la scène finale de bagarre, je t'aurais dit oui. 4 parce que 4 c'est un peu l'histoire de Dark City, je suis en train d'y repenser. Il n'y a rien qui ressemble à Matrix 4. Rageux. Bon, en tout cas, on vous invite à découvrir Dark City, je pense, globalement. Oui, bien sûr, c'est quand même à voir. Je pense pas être le seul. Et voilà, donc c'était notre reco du jour, et on va enchaîner avec un autre film. Une série, parce qu'elle nous a un petit peu marqué pour vraiment complètement d'autres raisons. Cette série, c'est Mon Petit Renne, et on vous montre une bande-annonce tout de suite. Je sais vraiment pas comment ça va finir. J'ai l'impression que l'un de nous deux va devoir mourir. Et vous dites que cette femme vous harcèle? Ouais, depuis un bout de temps. 6 mois, peut-être. Pourquoi vous n'êtes pas venu le signaler plus tôt? Elle a besoin d'un psy.
Elle débarque à mon travail, elle se pointe chez moi, elle m'envoie des mails sans arrêt. Elle a proféré des menaces contre vous? Oui. Je ne dirais pas que celui-ci est particulièrement menaçant. Donc, Mon Petit Renne, une série de Richard Gad, excusez-moi, je suis encore sur le film d'avant. Une série qui est sortie sur Netflix que vous pouvez d'ores et déjà regarder. Série basée sur des faits réels. Donc d'après l'ouverture, tu m'as dit c'était quoi précisément ce qu'il disait au début? Que c'était Ceci est une histoire vraie. Ceci est une histoire vraie. Et ça va être un peu le sujet du débat qui va nous animer. Donc Mon Petit Renne, le pitch est archi simple. On a un jeune humoriste qui est serveur dans un bar, qui galère à joindre les deux bouts et il voit débarquer une femme qui a l'air complètement perdue, triste, et il décide de lui offrir un thé et c'est la chose qu'il aurait dû refuser de faire, ne pas faire, parce que tout va basculer, elle va devenir très envahissante, voire un petit peu trop, et ça va réveiller chez lui des démons inattendus. Et cette série a été pour moi une grosse claque, mais je vais laisser Halima nous en parler un petit peu. D'accord. Oui, j'ai trouvé que c'était une excellente série. Du coup, sans parler des polémiques d'après, là, je veux vraiment parler de la série telle que je l'ai vue. Je trouve que c'est une série qui est très malaisante pour plein de raisons, et c'est important, c'est logique. On comprend en fait dans cette série que parce qu'en fait, mais on peut pas spoiler là du coup. Enfin, on peut pas trop. On spoil pas sur le premier tour de table. Ouais. D'accord. Ok. Déjà, c'est très. Oui. Déjà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très bien réalisé. Pourquoi tu conseillerais cette série alors? Pourquoi est-ce que je la conseillerais? Parce que je pense que ça parle de beaucoup de sujets de société qui sont très importants, surtout en ce moment, et qui posent question. Cette série, elle pose beaucoup de questions sans avoir peur de les poser, je trouve. Et en ça, je trouve que c'est une très bonne série. C'est clair que sur les sujets abordés, il y va franco. Moi, je trouve que c'est sa grosse qualité. C'est qu'il n'y a rien qui t'est épargné, quoi. C'est ça. J'ai l'impression que c'est une série où il n'a pas fait de concessions. J'ai pas l'impression de voir des prods derrière qui disent non, ça on met pas comme ci, comme ça. Tout à fait. Donc déjà, ça, pour moi, c'est top. En plus, c'est en Angleterre, ça se passe en Écosse aussi un petit peu. Voilà. Pour des raisons personnelles, je trouve que c'est une trop bonne série puisque j'ai vécu là-bas longtemps et j'aime trop entendre cet accent et voilà, tout ça. Très bien. Déjà. Et toi, Pierrot? Moi, je dirais aux téléspectateurs, auditeurs qui nous écoutent, vous avez aimé Disjoncté, hein? Vous avez aimé Harry, un ami qui vous veut du bien? Ouais. En fait, c'est pas du tout ça. Non. Enfin, plus sérieusement, si ça reprend un peu ce thème de personnages qui envahissent la vie d'autres. Alors, j'avais déjà vu ce schéma dans les films que je viens de citer, mais alors cette série m'a vraiment surprise. Peut-être pas les premiers épisodes, que je trouvais ça, bien que ce soit hyper bien réalisé, hyper bien joué, mais vraiment c'est quelque chose qui va prendre le temps de s'infuser jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un épisode qui commence en mettant un avertissement, attention, il y a des scènes très choquantes qui vont arriver, là tu te dis ah ouais. Et là, on change, je ne vais pas dire qu'on change de registre, mais on va encore plus profond dans la psyché du personnage principal. Et là, ça a vraiment été le coup de bluff, quoi, jusqu'au bout. Vraiment, jusqu'au dernier épisode. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien écrit. La caractérisation des personnages, notamment le personnage principal, j'ai trouvé ça... il y a un côté hyper réel, en fait. Lui, dans ses émotions, dans la manière dont il va essayer de gérer ses problèmes. J'en dis pas plus pour pas spoiler. On finit. Non, mais t'as très bien fait d'acter le fait que à la moitié de la saison, c'est à la moitié de la saison, je crois. Ouais. Ça au quatrième épisode. Quatrième épisode, ouais. Il y a un espèce de basculement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, je me suis fait la remarque, c'est intéressant, mais je comprends pas pourquoi il y a cet engouement autour de cette série jusqu'à cet épisode-là, qui donne beaucoup de sens aux premiers épisodes. Alors attention, ça veut pas dire que les premiers épisodes sont pas qualitatifs, ils sont quand même très bien. Non, justement, ils s'installent un climat. Ils sont très bien, mais c'est juste... Mais c'est une série qu'il faut voir en entier. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. C'est parce que il y a une normalité, et puis après, il y a
de l'exception, je trouve, dans la deuxième partie. Je suis complètement d'accord. Et toi, Victor, du coup, tu nous disais que tu avais vu de loin. Moi, j'ai vu de loin et j'ai d'abord vu les polémiques qu'il y avait en fait sur le film. J'ai vu que ça en parlait pas mal. J'ai vu que c'était une série qui faisait parler d'elle. Il y a combien d'épisodes dans la série ? 7. 7. Ah oui, donc c'est vraiment une mini-série terminée, on est d'accord. Ouais, c'est fini, ouais. Qui n'ont pas forcément la même durée. En plus. D'accord. Ah, j'aime bien en plus T'as quand c'est comme ça. des épisodes de 30 minutes, t'as un épisode d'1 heure. Ah, j'aime bien. Ça c'est un bon élément parce que quand une série se permet de faire ça, j'avoue, moi j'aime bien parce que je me dis tiens, ils se sont pas mis de barrière particulière de temps et du coup ça fait pas télévisuel, c'est différent. Non, mais du coup moi je suis passé par les polémiques, j'ai vu le premier épisode si je me trompe pas. J'avais ma copine qui regardait, du coup j'ai zioté. Ça m'a pas transcendé. Je me suis dit oula, c'est une histoire qui me paraît un peu bizarre. Ah c'est tiré de faits réels. Ah c'est bizarre et tout. Oula, je sais pas. J'ai pas mis mes deux pieds dedans. Je m'étais dit oula, je sais pas. Et quand j'ai vu qu'on en parlait au podcast, je me suis dit j'ai hâte de me faire spoiler la série. Et écoute, pour qu'on me dise. On va te spoiler un petit peu, mais on n'est pas obligé non plus de. Enfin, ouais. Ah, moi je suis preneur. Après, c'est pas clairement, c'est typiquement le genre de spoil qui va pas te gâcher la série. Cool. Pense. Mais c'est juste que quand tu t'y attends pas, ça fait une sacrée claque, quoi. Je trouve. Mais du coup, c'est bien parce qu'on va voir si on vend bien le projet. Ouais. C'est moi, j'ai hâte. Du coup, l'axe que je voulais prendre pour en parler, c'est que justement, il y a une deuxième partie qui donne du sens à la suite. Donc, cet épisode très particulier qui va donner une information sur le personnage principal. Je vais essayer de continuer à en parler sans trop spoiler. Qui va donner une information principale, un traumatisme qu'il a et qui explique aussi, parce que quand même, il faut dire le gros truc particulier de cette série, c'est que le personnage principal, moi je trouve que c'est un peu un mec odieux, c'est un peu... au bout d'un moment, il finit par être un peu détestable dans la première partie de la saison. Et arrivé à cet élément déclencheur, tout d'un coup, l'empathie bascule complètement. Tu dis, mais en fait... On comprend pourquoi il est comme ça, ce qui n'excuse pas, ça veut pas dire comprendre n'est pas excuser dans bien des situations. Mais du coup, il y a cette espèce de basculement qui fait dire, ok, il y a une explication à tout ça. Et le sujet qui est abordé, bon allez, on va spoiler parce qu'en fait c'est chiant de tourner. Ouais. En fait, donc le personnage principal qui essaie d'être scénariste, essaie de réussir dans ce milieu-là, et se retrouve en rendez-vous avec un scénariste qu'il rencontre à des soirées UP, et il se retrouve dans son appart, essaie de travailler avec lui, et puis tout doucement le mec lui fait boire des coups, lui glisse des trucs dans son verre, et ça bascule vers ce que vous pouvez imaginer, et il se retrouve violé donc par ce scénariste. Et je trouve que c'est hyper rare de voir dans une série cette situation, filmée de cette situation, de ce point de vue-là, de cette manière-là. Je veux dire, c'est cru sans être dégueulasse, mais c'est vraiment, t'as toute la violence que subit le mec, tu la comprends complètement. Je trouve que la manière dont est mis en scène, pour le coup, la mise en scène n'est pas incroyable sur la série, et je comprends que t'es pas accroché au début, parce que je trouve que la mise en scène est très très basique, mais alors dès qu'il arrive à ce moment-là, il arrive à faire ce qu'il faut pour que tu sois 100% en empathie avec lui, dans le manège le plus total, et en plus le sujet abordé, il le fait de manière fine, même si c'est très cru. Vraiment, je trouve que c'est incroyable, et cet épisode il m'a mis une claque complète. Et après tout le reste, je trouve tout découle et est malin et bien pensé. En fait, sa honte de tout ce qui l'entoure. En fait, c'est un personnage qui a honte, et en fait sa honte elle le bouffe, et en fait ça nous empêche en fait on comprend pas tout de suite que c'est une honte qui le bouffe et qui l'empêche de vivre certaines choses. Et donc au début on comprend pas pourquoi il se bloque sur certaines choses, pourquoi il se cache de sa relation avec une personne trans, et en fait le fait qu'il y ait ce dénouement là, ça explique, et tout d'un coup on se dit ah ouais. Et en fait c'est une série c'est une ode à la nuance. Tu peux pas juger un gars sur un comportement à un moment T, parce qu'en fait il y a toute une histoire derrière. Vraiment, j'ai trouvé ça génial pour ça. Je sais pas ce que t'en penses, Halima. Ouais, moi, je le dirais pas vraiment de cette façon, mais je dirais plutôt que, effectivement, déjà, c'est un homme, dès le départ, qui a un sentiment de culpabilité qui est palpable dès les premiers épisodes. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il essaye d'être un peu avenant, sympa avec cette femme au début, en lui offrant quelque chose. Avec ses collègues, on voit tout le monde se fout tout le temps de sa gueule. Enfin, c'est quelqu'un qui est...
qui a une honte de lui qui est palpable chez les autres, donc il devient victime de ça quelque part aussi, et victime tout court de viol par plusieurs personnages d'ailleurs dans ce film, dans cette série, et ça pose la question de savoir les victimes de ce genre de choses, elles ont toujours un sentiment de culpabilité. Là, ce qui est dans cette série intéressant, c'est que c'est un homme. Et, Complètement. Et du coup, si on avait tout changé et que c'était une femme, on aurait juste dit bah oui, de toute façon, c'est comme ça et tout, on le sait parce que c'est comme ça. Mais là, en l'occurrence, le viol, il est subi par un homme, notamment par un autre homme, puisque là, on est dans des flashbacks en fait. Donc tout ce qui se passe avec la personnage principale, Martha, c'est du présent et qu'il renvoie à son passé, je pense. Et donc, la question qu'on se pose, c'est ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas juste se rendre compte que les victimes, elles vivent ça, elles portent une culpabilité tout le temps, en fait. C'est quelque chose qui ne change pas, que ce soit un homme ou une femme. Et dans cette série-là, c'est un homme. Je trouve que tu as raison. Et il a le sentiment de la... Ouais, Pardon, vas-y. Il a aussi ce sentiment de l'avoir provoqué. Et ça, on comprend bien dans la série. Là, pour le coup, je suis hyper fan de la voix off. Parce qu'il explique comment il se sentait, etc. à chaque moment. Et il a ce sentiment de l'avoir provoqué. Pendant toute la série, il se demande, il se dit, est-ce que c'est pas moi qui ai fait ci, ça, pour, au final, peut-être même reproduire ce genre de comportement. Mais en tout cas, il y a quand même une vraie question sur ça, sur ce sentiment de culpabilité, le sentiment d'avoir provoqué les choses, et qui découle la honte. Et puis l'épisode final, là, je ne vais pas spoiler, mais on a aussi, dans son réseau familial, on va dire, on comprend plein de choses aussi qui peuvent être des hontes, même, comment on pourrait appeler ça, intergénérationnelles, de reproduction de choses, enfin, c'est très intéressant sur tout ça, sur toutes ces questions qui sont des questions essentielles d'aujourd'hui, et je trouve ça fort d'avoir fait cette série. Comme je vous dis, moi, j'avais pas lu encore, on en parlera après, de la réaction de la vraie avocate, Martha, mais juste la série en elle-même, moi, je trouve que c'est très fort et que vraiment, on pose plein de questions. C'est très malaisant, c'est dérangeant, on sait même pas trop ce qu'on en pense au début, il faut que ça cogite un petit peu. Et c'est ça, je trouve, la conclusion, c'est que c'est fort de faire ça aujourd'hui pour pouvoir ouvrir tous ces débats-là encore et encore et encore plus. Complètement. La manière dont il met en scène tout ce que tu décris de après viol, ouais. Moi je trouve, je te rejoins complètement. C'est très malin la manière dont c'est fait, parce que c'est vraiment la sexualité où il est complètement perdu. Moi, j'ai jamais vu ça dans un film. Ouais, pareil. Ou une série. Ou... Je l'ai déjà entendu parce que c'est un sujet qui m'intéresse, ce que traverse le personnage principal. Et du coup, je l'ai rarement vu à l'image comme ça, et je me dis, punaise, il a réussi à faire comprendre ce que c'est que l'après, quoi. C'est qu'en fait, tu sais plus où t'en es. Vraiment, il est perdu, et ça, je trouve, la manière dont le retranscrit est canon. Et toi, Pierrot, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, enfin, je vous rejoins sur ce point. Vraiment, enfin, au bout d'un moment, moi, je m'attendais plus. J'arrêtais d'anticiper, parce qu'à chaque fois que j'anticipais un truc, il se passait carrément le contraire. À plusieurs reprises, il va repartir chez ce producteur. Enfin, t'as constamment envie de lui mettre des claques, tu vois. Et finalement, à la fin, tu te retrouves en... Alors, t'as de l'empathie pour lui, évidemment, parce qu'il ne trouve pas sa place dans ce monde. Comment ? On a de l'empathie pour lui, mais à certains moments, tu peux te raccrocher à personne dans cette série, quoi. Que ce soit lui qui prend toujours toutes les mauvaises décisions, ou alors la nana qui le harcèle comme c'est pas permis. Enfin, vraiment, moi, ça m'a mis mal à l'aise au bout d'un moment, avant même qu'on arrive à ce fameux épisode. Ouais. Et encore une fois, chapeau pour l'écriture, parce que vraiment, j'avais jamais vu un sujet traité de cette manière, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que on prend la série, on te parle d'une série, on dit ça va être un mec qui se fait harceler, et en fait, pour moi, le sujet de la série,
c'est pas ça. Ça va au-delà de ça. Non. Ah, c'est même pas ça en fait. C'est vraiment, en fait, c'est comment. C'est un élément déclencheur quelque part. Comment on vit. C'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle, un viol, pardon. Enfin, le viol est une agression sexuelle, mais voilà, c'est un viol. Et comment on survit à ça et quelles conséquences ça peut avoir. Et l'avocate, c'est un élément en plus de toutes les conséquences que ça. Donc ouais. Mais juste, je voulais rajouter une petite chose aussi, parce qu'il y a aussi toute une histoire où il est dans la famille donc de son ex. Donc toi, je sais pas si tu as vu jusque-là, mais il y a toutes ces choses-là. Il est dans la famille de son ex et cette dame perd son fils. Et elle lui donne la veste de son fils pour qu'il la porte. Et je trouve que ça, c'est le genre de scènes qui sont très bien écrites parce qu'on sent juste que il sait pas dire non, en fait. Il est là et en fait, il a tellement intériorisé de choses, je pense, dans sa vie, qu'il est là. Et même sur cette histoire de veste, le truc, c'est l'enfer. Enfin, je veux dire, son fils, il vient de mourir à la dame. Lui, il squatte chez son ex. Même son ex, elle est partie parce que voilà, ça allait pas. Et du coup, il porte déjà toute cette honte et culpabilité. Et en plus, il se dit, bon, je vais quand même lui faire plaisir et mettre la veste de son gamin qui est encore... où elle est endeuillée depuis 2h30, quoi. Enfin, c'est chaud. Je trouve que le personnage est vraiment très bien travaillé. Après, il faut savoir que c'est ce monsieur-là, il s'appelle Richard Gad. C'est lui qui joue dedans. C'est lui qui a écrit. C'est même tiré d'une pièce qu'il avait faite d'abord sur scène. Donc, il y a plein d'éléments qui font que c'est lui qui fait tout. Ouais, tout à fait. Bon. Et ce qui va entraîner le débat qui suit. Oui. Parce qu'il est central. Et d'ailleurs, moi, je me trouve... Enfin, juste 2 secondes sur ça. Replonger là-dedans pour lui, encore une fois. Enfin, je me dis, ça devait être quelque chose quand même sur le tournage. Est-ce que déjà, avant de démarrer le débat qui est autour du truc, est-ce que ça t'a donné envie, ces petites discussions ? Ouais, j'ai plusieurs questions. Ouais. Mais que peut-être vous allez pouvoir m'apporter les réponses dans cette partie-là. C'est du coup, si ceci est une histoire vraie, du coup c'est l'histoire de cet acteur, c'est ça ? Ouais, qui s'appelle Richard Gad. Et du coup Richard Gad, du coup il raconte l'histoire de son viol en fait, c'est ça ? Du coup, oui, alors il commence pas par là, mais ouais, c'est... Mais du coup, dans la série, il parle il parle de ça, en fait. Il parle de son traumatisme qu'il, lui, a eu en tant que réelle personne, on est d'accord ? C'est ça, ouais. Et il le met dans la série. Pas facile, hein ? Non, vraiment pas facile. Mais du coup, pourquoi est-ce que la porte d'entrée de cette série, c'est une femme qui le harcèle ? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais... J'aurais tendance à dire que c'est plus vendeur d'avoir un pitch en te disant j'ai été harcelé par une meuf que je vais raconter l'histoire de mon viol. C'est ma théorie. Mais ce n'est qu'une théorie, j'ai peut-être tort. Mais honnêtement, ça doit être une des raisons. Puis après, le personnage de la harceleuse est hyper intéressant. Et en fait, elle disparaît pas et c'est pas un truc anecdotique. C'est juste que si tu analyses un petit peu la série dans son entièreté, tu te rends compte que le vrai témoignage global, c'est sur ce que lui a traversé, donc du coup, c'est pas que la harceleuse. C'est ça qu'on veut dire. Mais elle est quand même assez centrale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est elle qui ouvre et qui clôture la série. D'accord. Voilà. Et puis, pardon, ta théorie est carrément plausible, je trouve. Ouais. Mais je pense aussi que c'est, en fait, si tu veux, ça commence dans le présent. On est dans le présent, il est là et tout. Et en fait, tout ça, cette histoire-là, elle va lui permettre quelque part de se rappeler quelque chose d'un peu refoulé auquel il pense pas, voire même, ça je comprends pas trop dans la série, si c'est un souvenir traumatique qui revient comme ça d'un seul coup, ou si il s'en rappelle mais qu'il l'avait mis un peu de côté, on ne sait pas trop. Mais visiblement, c'est ça, cette chose-là qui va faire que, ok, il se rappelle d'autres choses, puisqu'il comprend pas ce qui se passe, sans trop expliquer toute la série, mais il comprend plus ce qui se passe dans son corps, il n'arrive plus à coucher avec sa copine, enfin, il y a plein de choses qui font que, quand il rencontre cette femme, c'est tout ce qui se passe avec elle, puisqu'il est aussi touché par cette femme, et ça, on le comprend dans l'histoire, parce que et nous aussi, on est touchés par elle, en réalité, enfin, je sais pas vous, mais moi, à plein de moments, ok, on se dit, elle est complètement cinglée, mais on se dit aussi, waouh, comment... Enfin, elle fait mal au cœur en fait. Enfin, c'est horrible. C'est là où je trouve que c'est une masterclass de nuances pour ça. Voilà. C'est pas binaire, je trouve. Comme tu t'en viens à détester presque le personnage principal par moment et à trouver que la meuf est presque. T'as envie de la prendre par l'épaule et de dire ça va aller. Et à d'autres moments, c'est l'inverse. Enfin, c'est très bien écrit pour ça. Pardon, je suis d'accord avec toi. Ouais, et donc du coup,
cette amorce-là, elle soit obligatoire pour pouvoir aller ensuite dans le flashback et dans ce qui s'est passé avant. Enfin, moi, je le vis comme ça. Bah, je pense que moi, ça me fait, tu sais, la sensation que quand tu rencontres quelqu'un, que tu discutes avec lui, les premières discussions sont un peu plus légères. On va dire les problématiques. J'ai eu un accident de bagnole, j'ai vu que c'est X ou Y problème. Et plus tu vas connaître la personne, plus tu vas avoir des détails de sa vie qui sont vraiment centrales et dans sa vie à lui. Et je trouve que là, la série, elle est faite un peu comme ça. C'est-à-dire que tu commences à bien connaître le personnage et puis tout d'un coup, il te donne une info en plus et tout d'un coup, tu fais « Oh, ah ouais ». Donc, voilà. Mais... Ok. T'avais d'autres questions ? Non. Ok. Je suis intrigué parce que ça m'a l'air pas facile comme série. Franchement, c'est une série. C'est trop difficile de la regarder, mais je trouve que c'est une très bonne série et qui est nécessaire à l'ouverture de d'autres débats justement aussi. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va terminer. Je suis désolé parce qu'il faut qu'on enchaîne, mais on va terminer sur ça. Regardez la série, faites-vous votre avis, regardez les entretiens si ça vous intéresse. En tant que fiction, c'est un très beau travail, ça vaut le coup d'être regardé. Et maintenant, on va terminer avec les recos et on va commencer par une recommandation de Halima. On va lancer une petite bande-annonce et puis ensuite on verra les recommandations de chacun. Donc la bande-annonce du film, excusez-moi j'ai un bug, oui, du film Première Affaire, maintenant. Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers. Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée d'homicide volontaire. Voilà, donc Première Affaire, c'est un film avec Noé Habitat, j'ai perdu le nom de la réalisatrice. Je l'ai noté là, Victoria Musier-Dlac. Victoria Musier-Dlac, donc voilà, qui est un film que j'ai vu au cinéma quand il est sorti il y a environ 2 semaines. Et que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous le pitcher rapidement. En gros, c'est l'histoire de Nora. Elle a, il me semble, 26-27 ans. Elle est avocate. Elle sort de l'école d'avocat. Et elle bosse pour un cabinet, pour un gros cabinet pour un autre avocat. Et un jour, son patron l'appelle en lui disant « Écoute, Nora, il y a une garde à vue là, il faut absolument que tu y ailles. Tu l'as fait. » Et elle est là. Non, en fait, j'ai jamais fait de garde à vue, mais elle y va. Et en fait, il se trouve que c'est un cas de meurtre. Donc, son client, il est suspecté de meurtre. Donc, elle va commencer à le suivre de la garde à vue. Et en fait, on va voir toute la... comment on appelle ça pas la procédure, la... j'ai le mot. Quand il prépare le procès, ouais, etc. Ouais, je n'ai plus le terme, ça ne me revient plus non plus. Ouais, ça va me revenir. Bref, donc à partir de la garde à vue jusqu'au procès même. Donc on va tout suivre. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est que comme elle est jeune et que c'est sa première affaire, elle est pleine de pureté, j'allais dire, de naïveté sur les choses, sur le monde. Elle a son idée de la justice et tout. Et en fait, elle se rend compte que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Elle apprend à se connaître elle-même parce que, sans spoiler aussi le film, il y a une histoire avec le policier de l'instruction. C'était ça le terme que je voulais, l'instruction. Ah oui, ok. Elle a une histoire avec un policier qui fait partie de cette instruction. Donc évidemment, le dernier truc à faire. Et voilà, et donc on la suit comme ça pendant tout le film. Je vous raconte pas ce qui se passe à la fin, je vous raconte pas ce qui se passe à la fin, mais vraiment c'est un film à voir. Moi j'ai beaucoup aimé, que ce soit le jeu, le sujet, on ne tombe jamais dans des trucs un peu pathos ou quoi. C'est bien, c'est clair. Moi vraiment j'ai beaucoup aimé ce film. Et la recherche d'elle-même, en fait, c'est en 1h30, on a vraiment la recherche d'une jeune femme qui va chercher professionnellement, sexuellement. Enfin, elle grandit en fait pendant le film et on grandit avec elle. Elle a ses désillusions et tout. Et voilà, j'attends ça d'un film, c'était top. Allez-y si vous pouvez. Ouais, cool, ça donne envie. Ça donne envie, ouais. Et puis la réalisatrice, elle parlait du fait qu'elle avait, je lisais dans un article, qu'elle avait été inspirée, qu'elle avait eu l'idée de ce film avec la fille, une amie de sa fille, si je me trompe pas, ou la fille d'une amie, enfin bref, et qui a ce parcours-là. Et elle a vu changer, devenir un peu plus dur aussi, tu vois, ce que tu décris, là, l'évolution d'un côté naïveté et tout. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Et j'ai lu des critiques par contre, et entendu des critiques qui disaient
qu'il y avait un côté un petit peu trop naïf sur le personnage principal. Est-ce que tu trouves que c'est un problème ou est-ce que tu trouves que justement ça sert le propos ? Je dirais plutôt que ça sert le propos. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ça enlève pas du tout l'intelligence du personnage. Par exemple, dans Habitat de A à Z, je la trouve. Alors, elle fait des conneries parce qu'elle apprend, mais ça n'enlève pas du tout. Enfin, ça la minimise pas en tant que femme, je veux dire. Ça, donc pas du tout pour moi. Très bien. C'était exactement le problème souligné. C'était il trouvait attends, c'est une femme qui galère, ça va. Ah ouais non, j'ai pas ressenti ça du tout. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, merci pour ta reco. Victor, je me tourne vers toi. Tu avais aussi une recommandation à nous faire ? Oui, petite recommandation très vite fait. Vous connaissez déjà sûrement en fait les gens qui nous écoutent, mais si vous n'avez pas vu, si vous connaissez pas, allez voir la mini-série sur YouTube d'Arte Samuel. Voilà, si vous êtes né entre les années, je dirais, l'année 90 à 2003, allez, on va parier sur cette année-là. Je vous mets au défi de regarder 5 épisodes sans continuer. Voilà. Samuel. Trop bien, ça a l'air canon. C'est un animé. Et toi, Pierrot, est-ce que tu as une petite reco aujourd'hui ou ça sera pour la prochaine émission ? Dis-nous. Non, je peux vous la faire tout de suite. En fait, la série Ripley, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui. Qui est une variation de. Alors, il y a eu le talentueux Monsieur Ripley. Le talentueux Monsieur Ripley, qui est lui-même un remake de Plein Soleil avec Alain Delon. Alain Delon, ouais. Et en fait, cette série est vraiment incroyable. Donc, en noir et blanc. C'est une mini-série pour le moment, mais si vous la voyez jusqu'au bout, peut-être que ça... on se dit que ça peut peut-être déboucher sur une suite. Mais en l'état, si on la laisse comme ça, c'est parfait aussi. Hyper bien interprété par Andrew Scott, vraiment magistral dans le rôle. Et vraiment, il y a un épisode que j'ai retenu, sans spoiler, il essaye de se débarrasser de quelque chose pendant tout un épisode et ça prend des plombes. La réal est vraiment incroyable, tournée en partie en Italie et à un moment donné, on parle plus anglais, on parle en italien jusqu'à la fin, quoi. Et j'ai trouvé ce parti pris hyper fort, très stylisé, vraiment. Et c'est une série américaine ? Bonne surprise. Oui, c'est américaine. C'est pas anglais ? C'est Steven. Ah alors. Ouais, attends, peut-être du coup. Parce qu'il me semble que l'acteur principal, je l'ai vu que dans des prods anglaises, donc c'est pour ça que je. Il joue dans des prods anglaises. Et je me demande, parce qu'en fait, quand tu me dis ça, les Américains, ils ont pas tendance à faire ça et ça ressemble plus à une manière de faire anglaise, mais je dis peut-être une bêtise. Écoute, non, j'ai pas. Tu vois pas l'info ? Non, j'ai pas l'info là sous les yeux. Ok. Mais très bien. Ouais, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé aussi de cette série. Ouais, elle est vraiment bien. Trop bien. Et bien, très bien. Moi, la reco que je vais vous faire est une reco très classique. Je sais pas si on le voit sur le plan large, mais. Ouais, si, non, c'est derrière Alima, donc je vais aller le chercher. Ah, pardon. Hop. Je me demande ce que c'est. N'est-ce pas ? Je vous recommande donc de vous replonger dans la série des années 90 de Batman. Et pourquoi je vous recommande ça ? Parce que déjà, elle est dispo sur Netflix. Et que en plus, sur Amazon Prime... Sur Prime Video, pardon, va bientôt sortir une nouvelle série Batman avec à la direction les mêmes personnes qui avaient dirigé ce dessin animé-là. Un Batman dans les années 40 avec un design un peu à l'ancienne et pour les nostalgiques et je pense même pour ceux qui ne connaissent pas, alors s'il y en a qui ne connaissent pas, je pense que la nouvelle série va être intéressante. En tout cas, l'ancienne était assez canon et n'hésitez pas à vous replonger dedans. Et ben c'est la fin de cet épisode. On a été un peu plus long que d'habitude, mais je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire. Merci les gars, vous avez passé un bon épisode, ça a été pour vous ? Très bien, ouais. Là j'ai faim. Ouais, je crois qu'on va aller manger un petit morceau. Et je vous remercie. Dernière petite info, aujourd'hui le podcast a tourné beaucoup en lien avec l'univers de la BD. Et sachez que très prochainement, je vais lancer un podcast BD avec 2 autres personnes. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, vous téléspectateurs ou auditeurs. Voilà, je fais ma pub et maintenant je m'en vais, je laisse la place à Thibaut. Ce fut difficile, mais ce fut un plaisir. Juste une dernière blague avant, si on fait un épisode sur la BD, est-ce qu'on pourrait en faire un sur la BDSM? Bref, allez, ciao tout le monde. Allez, au revoir, salut, ciao. Au revoir, bye bye. Allez, à table. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein?